Qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est essentiellement une introduction plus générale euh, qui met la table finalement pour les autres présentations parce que les présentations sont au cœur d'un projet de recherche qu'on est en train de développer et que nous allons accélérer, espérons-le, dans les prochains mois. Donc, essentiellement, ça part de cette réflexion qui est une évidence pour vous tous et pour vous toutes, que la forme d'emploi traditionnelle est en recul. Mais ce qu'on constate, c'est que non seulement les formes d'emploi salariés s'accélèrent, mais le statut d'emploi du travailleur autonome aussi est de plus en plus présent. On passe de 12,7 il y a environ 15 ans à 17,7 de la main-d'œuvre maintenant qui ont un statut de travailleur autonome. Or, et je ne vous apprends rien là non plus, le fait de disposer d'un contrat de travail, et je dirais encore plus le fait de disposer d'une forme traditionnelle d'emploi, donc un emploi avec sur le lieu de travail, qu'est-ce que je parle pas assez fort? Non, c'est bon. Le fait de travailler pour un même employeur, sur un lieu de travail, et ce qui historiquement nous a donné accès euh, à la protection sociale et aux protections du droit du travail. Donc, ce qu'on va regarder aujourd'hui dans la présentation que Philippe et moi, on va faire, c'est un peu présenter la réflexion au cœur de ce projet-là, d'une part, et vous présenter quelques observations préliminaires autour d'une étude de cas, qui est le cas des artistes de la scène. On sort d'ailleurs d'un forum sur la réalité de ces travailleurs et travailleuses-là pour vous parler justement d'une ambivalence du droit du travail quant à la régulation de ces travailleurs et de ces travailleuses-là. Qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne fonctionne pas et qu'est-ce qui manque aussi au niveau de la protection sociale ou l'espèce de confusion qui peut régner autour de certains accès justement à la protection sociale. Mais plus encore, ce qu'on veut rajouter, je pense, c'est de dire que le statut d'emploi pour les juristes et pour les gens qui s'intéressent aux relations de travail, c'est quelque chose qui donne accès à des protections, mais ça s'inscrit aussi dans ce que Philippe appelle, parce que là, c'est un dialogue entre un sociologue et une juriste, en une forme d'expérience subjective. Donc, quand on a été travailleur autonome toute notre vie, ou qu'on a toujours navigué différents contrats de travail avec peu de sécurité d'emploi et peu d'accès effectif aux protections, c'est quoi notre rapport et notre relation à la protection sociale et au droit du travail? Et là, je regarde du coin de l'œil ma collègue Lucie Lamarche. Est-ce qu'on a plutôt tendance à se rapporter à d'autres modèles pour, par exemple, augmenter notre revenu disponible, des crédits d'impôt ou autres? Donc, comment le statut d'emploi ne fait pas juste modéliser notre accès à des protections, mais aussi, jusqu'à un certain point, modélise notre rapport au droit et à ce qu'on s'attend du droit. Et moi, je trouve que c'est particulièrement vrai dans ce qu'on a entendu dans le forum. Certains d'entre vous étaient là au niveau des artistes de scène et je vais y revenir tantôt. Donc, j'avance d'un petit coup. Alors, en gros, le projet de recherche que Lucie Lamarche, qui est ici, Mircea Vultour, qui est ici, Étienne Quentin, qui est en ligne, Philippe Barré et moi-même, on se propose de faire, c'est vraiment, dans un premier temps, et ça semble peut-être une évidence, mais ma première expérience de cartographie des protections du droit du travail, de la protection sociale, qui s'applique à différents groupes de travailleurs atypiques, bien, ce n'est pas si évident. Et on va vous donner un exemple tantôt, cette cartographie-là, pour comprendre quelles protections ont-ils droit. Là, je regarde encore du coin de l'œil Lucie Lamarche, à savoir, de plus en plus maintenant, vont s'appuyer sur des déductions fiscales ou ce que Lucie appelle la fiscalisation du social. Bien, ça aussi, ça doit maintenant faire partie de notre cartographie, ce qu'on a dans notre lunette d'analyse pour comprendre justement comment les personnes naviguent les statuts et naviguent les protections. Donc, dans un premier temps, on se propose de cartographier ces protections-là, mais dans un deuxième temps, ce qu'on veut faire, c'est documenter leurs connaissances et leur registre de représentation par rapport aux protections disponibles. Est-ce qu'ils savent qu'ils sont protégés quand ils le sont? Puis quand ils le sont, est-ce qu'on recourt à ces protections-là ou est-ce qu'ils, justement, dans leur rapport de légitimité par rapport à ces normes-là, comment, justement, ils s'inscrivent ou pas dans une mobilisation active de ces protections-là? Dans un troisième temps, ce qu'on veut faire, c'est de regarder, justement, à l'égard de trois études de cas qu'on va vous présenter, de quelle façon et en fonction de quelle stratégie les travailleurs et travailleuses atypiques qu'on va regarder naviguent les statuts d'emploi et leur perception des régimes de protection applicables. Et nous, on regarde vraiment le droit du travail et le droit de la protection sociale. Et quand je parle de protection sociale en contexte québécois,
Les deux exemples, disons, plus clairs, c'est l'accès à l'assurance emploi, donc en période de chômage, l'accès à des prestations de remplacement du revenu, mais aussi l'accès à des prestations de remplacement du revenu et à de la réadaptation en cas d'accident du travail, qui est pour moi aussi une modalité à cheval entre la protection sociale classiquement définie et le droit du travail. Donc, ce qu'on propose de faire, c'est 3 études de cas, les freelancers professionnels. Et là-dedans, on peut retrouver une pluralité de types d'emplois, les journalistes, par exemple, les traducteurs, traductrices, mais il y en a plusieurs autres qui sont des personnes qui ont un statut professionnel, qui ont une forte identité professionnelle et qui sont des travailleurs autonomes. Et quand je faisais une entrevue récemment avec une journaliste pigiste, elle me disait, tu ne me convaincras jamais de retourner salarié dans une presse écrite. Ça fait 15 ans que je travaille autonome. Ce que je chéris le plus tendrement, c'est mon autonomie. J'ai dit oui, mais au péril de quel risque? Et elle dit, c'est ça le problème. Alors, c'est tous ces compromis que les travailleurs font pour maintenir, par exemple, une autonomie, mais qui vont accepter de composer avec un apport de risque plus important. Les freelancers professionnels sont un exemple vraiment, un épiphénomène de ça très important. La deuxième catégorie, et là, c'est vraiment mon collègue Philippe Barry qui est un expert de cette question-là, les artistes de la scène. Alors, les artistes de la scène, on le sait, sont protégés dans une certaine mesure par la loi sur le statut de l'artiste. On va y revenir un peu plus tard, qui a été révisée, on va le dire tout bas, il y a 2 ans et dont les changements restent encore, disons, à être mieux compris. Et d'autre part, on va le voir tantôt, les artistes de la scène aussi ont un accès à de la protection sociale qui est ultra fissuré et bigarré. La troisième étude de cas qu'on veut faire, et là, ce ne sont pas des personnes qui ont un statut hybride ou un statut de travailleur autonome, c'est les personnes salariées en situation de cumul d'emploi. Et là, ce qui est intéressant, c'est de voir justement aussi comment c'est des personnes qui parfois ont été travailleurs autonomes, donc à l'extérieur d'un statut salarié, qui reviennent avec un statut salarié, mais qui vont cumuler de multiples emplois pour justement parvenir à une forme de sécurité économique. Donc ça, c'est le plan, disons, du grand projet. Alors là, je cède la parole à Philippe. Bon, Vas-y, bon, Philippe. bon, merci Dalia. Écoute, tu as dit l'essentiel. Effectivement, c'est un projet d'études socio-juridiques de l'effectivité du droit dans ces 3 catégories. Si je reprends rapidement les mots de Dalia, effectivement, dresser une cartographie, vous reprenez les points 2 et 3, de la connaissance des personnes, de leur protection, de leur registre de représentation aussi par rapport à ces protections. Et troisième point, de leur stratégie, en fait, de leur comportement. Alors, la question qui peut paraître évidente, mais je pense qu'il faut se commettre sur cette chose-là. Pourquoi étudier justement l'expérience, qu'on peut aussi appeler l'expérience subjective euh, de ces normes, de l'ensemble des normes, en fait, tant à la fois des normes formelles que, on pourrait dire, des normes invisibles. Là, je songe au dernier titre là, du livre de Pierre Rosanvallon sur les institutions invisibles, comment les personnes actives, en fait, dans ces 3 milieux professionnels se situent par rapport à ça. Mais je pense pour 3 raisons principales, 3 raisons empiriques principales, si on observe les artistes ou les autres catégories ou tout autre, en fait, profession, travail, travailleuse en situation atypique. Premièrement, parce qu'on observe dans ces milieux-là, bien sûr, et Mircea est un spécialiste de ces questions-là, des rapports sociaux multiples. Ces rapports sociaux, ils ne sont pas tous identiques par rapport à ces normes-là. Tu as cité le cas de la journaliste. Ces rapports sociaux, en fait, par rapport à des conditions de travail atypiques, c'est pas qu'ils sont infinis, mais il y a lieu de les cartographier parce que effectivement, ils peuvent prendre des formes qui sont très différentes. Je passe rapidement, mais c'est des formes qui vont d'un assujettissement, on peut dire assez classique, c'est-à-dire des formes dans lesquelles la contrainte, l'absence de choix domine, à des formes qui vont jusqu'à l'émancipation, c'est-à-dire ben, on est très heureux en fait ou très heureux, on s'accommode, on peut s'accommoder, voire être très heureux en fait de certaines conditions de travail, de certaines en fait absences de protection de travail, parce que on veut s'émanciper du salariat, parce qu'on veut s'émanciper de formes classiques de subordination, etc., etc. Deuxième raison, et c'est aussi un autre type de rapport social qui est indissociable du premier, mais parce que en fait ces rapports
subjectifs aux normes s'inscrivent aussi, ces formes de subjectivité, dans des formes nouvelles de domination. Je pense que ces rapports de pouvoir qu'on observe en fait dans les différents mondes du travail, pardon, doivent être pris en compte effectivement. Je prends juste un exemple, les travaux passionnants de Julia, j'espère que je vais arriver à prononcer son nom, euh, Mencitieri, sur l'industrie de la mode. Elle montre en fait que cette industrie-là, la place des subjectivités à l'œuvre dans l'industrie de la mode est vraiment finalement le ciment, c'est ce qui permet en fait à cette industrie de fonctionner. Et puis elle a beaucoup étudié les mannequins qui constituent en fait paradoxalement la catégorie la plus invisible de ça. Le fait d'être cool, de peu demander, de toujours être disponible et surtout de ne pas monétiser ses attentes en fait en termes de rétribution, c'est consubstantif en fait du fonctionnement en fait de cette industrie. Donc des formes de domination, on l'a vu tout à l'heure avec les artistes, des formes aussi de socialisation du risque. Troisième chose, je termine là-dessus, en termes de stratégie, en termes de comportement, ces rapports et ces formes de subjectivité par rapport aux normes, toutes les normes, quelles qu'elles soient, encore une fois de manière très large, s'inscrivent aussi dans des stratégies et dans des comportements chez ces acteurs professionnels qui peuvent être, encore une fois, là il y a comme un continuum qu'on devrait dresser, c'est-à-dire à la fois des stratégies de rationalisation, on fait avec la précarité, on fait avec l'absence de telle ou telle protection sociale, et des formes aussi nouvelles qu'il faut prendre en compte d'incorporation aussi de ces formes de précarité, euh, où justement on joue le jeu. Les artistes tout à l'heure nous ont dit, nouvelle génération, ils veulent plus travailler pour un seul chorégraphe, pour une seule compagnie. Ils veulent multiplier en fait l'éventail des engagements qu'ils ont par rapport à leurs producteurs pour minimiser les risques aussi qu'ils peuvent avoir par rapport à l'un ou l'autre, par rapport à toute une série de raisons en fait qui vont guider ces comportements-là. Merci beaucoup, Philippe. Alors, simplement, juste encore une fois, sur le plan conceptuel, l'idée ici, c'est d'interroger dans deux facettes. D'une part, le rapport que ces groupes de travailleurs et travailleuses qu'on va explorer ont aux droits qui existent et qui pourraient s'appliquer à eux, mais aussi prendre une perspective prospective et de dire si on devait développer des cadres pour mieux les protéger, si on devrait reconcevoir comment on définit ce qui est au cœur de la protection, c'est-à-dire le travail et non le contrat de travail, mais comment ces travailleurs et ces travailleuses-là réagiraient? Ce serait quoi, justement, l'intervention de leur subjectivité par rapport à différents cadres de protection qui émergeraient et qui viseraient à les protéger? Et je trouve qu'encore une fois, le cas des artistes est fabuleux là-dessus. Donc, la question à se poser quand on pense dans un paradigme d'effectivité du droit, et on le réfléchit encore une fois, à savoir dans le rapport protection existante ou dans le rapport à une protection qui serait à construire dans une perspective de réforme de la politique publique, de comprendre la mise en tension entre la connaissance, la légitimité et l'activation des protections. Quel est le rapport qu'entretiennent les groupes de travailleurs et travailleuses avec ces trois facettes qui définissent l'effectivité? Alors, je vais céder la parole à Philippe pour qu'il présente le cas des artistes de scène et après, je vais vous présenter quelques résultats de recherche. Moi, j'ai fait ça le soir très tard chez moi parce que c'était vraiment un plaisir réel de faire ça. J'ai analysé un échantillon de conventions collectives et des protections, la constellation de protection qui s'applique à certaines catégories d'artistes de scène et j'ai été abasourdi honnêtement des résultats, de voir justement le niveau de fragmentation et de complexité de leur protection qui peut laisser carrément les artistes complètement démunis vis-à-vis des protections qui pourtant sont existantes et mobilisables. Mais je laisse la parole à Philippe. Bon, écoutez, je ne sais pas si je vais y arriver, ni combien de temps on dispose encore, parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire à leur égard, mais si on se replace encore une fois dans leur registre de représentation, dans les formes de subjectivité à l'œuvre, dans leurs conditions de travail, on voit en fait une situation qui est très colorée, on peut le dire comme ça, le fameux paradoxe du travail artistique, qui est plus en fait une contradiction fondamentale de ce travail-là, parce qu'effectivement, c'est des travailleurs, des travailleuses avec un très haut niveau de qualification. On ne peut pas élaborer là-dessus, mais c'est des gens qui sont extrêmement bien formés. Et puis je prends ça un peu dans le désordre aussi, des gens qui sont aussi euh,
dans une situation professionnelle parce qu'ils sont passés à la suite d'un certain nombre d'épreuves, de mécanismes de sélection pour aller dans les écoles, pour accéder au marché du travail. Et ils sont aussi les plus hauts niveaux d'accomplissement, c'est-à-dire ils sont très heureux de faire ce travail-là. Et puis, c'est parce qu'il n'y a pas non plus d'autres possibilités. C'est comme ce par quoi on se réalise, ce par quoi on existe aussi dans la société. Donc, l'accomplissement de soi. Et en même temps, les plus faibles niveaux de rémunération, en dessous clairement du seuil de pauvreté au Québec, les plus faibles aussi niveaux de protection sociale. Niveau d'exceptionnalité, là, de la fameuse élite artiste de Nathalie Heinisch, là, mais qui, en fait, dans les représentations des artistes, est majoritairement vécue comme une contrainte. Ils se disent, mais finalement, je peux parler à beaucoup d'artistes, et puis ils disent, j'ai pas vraiment choisi le fait d'être artiste professionnel. J'ai commencé à jouer de la musique, du piano à 3 ans et demi. Et puis, je suis rentré, ma carrière, etc. Et puis, en fait, je suis dans une situation professionnelle dont je ne vois pas comment je pourrais sortir. Je passe rapidement là-dessus. Leur statut, tout à l'heure, là, c'est assez évident. Je mets un statut hybride, la fameuse nouvelle loi S32.1, où ils ont le sentiment, en fait, de n'être ni des travailleurs, des travailleuses autonomes, ni des travailleurs salariés non plus, et une connaissance, là, vraiment minimale de leur statut. Précarité économique, j'en parle rapidement, mais les- tous les facteurs d'instabilité entre les contrats de travail, l'hyper-flexibilité des engagements à la fois au cours d'une année artistique, mais aussi, il faut le prendre en compte, au cours de la carrière, c'est-à-dire cette instabilité, en fait, elle est croissante avec la carrière. Tout à l'heure, là, ils nous ont dit, il n'y a aucune reconnaissance de l'expérience, en fait. On a beau être dans la profession depuis 30 ans, on ne valorise pas en fait cette expérience-là. Mais en fait, la fragilité, c'est vraiment vécu par les artistes comme une fragilité en fait, et aussi comme une usure en définitive. L'incapacité justement de pouvoir faire face et d'être protégé à ces différents moments en fait de l'activité et ces espaces en fait entre les activités, ils sont toujours dans l'activité, mais ces moments en fait où dans l'activité rémunérée, toutes ces phases en fait où ils ne cessent de travailler, mais c'est du travail invisible, c'est du travail non rémunéré et très souvent en fait c'est du travail non protégé. C'est beaucoup en fait comme ça que les artistes en fait vivent l'usure de leur métier, l'usure de la vocation et en fait signifie une précarité qui est vraiment une précarité plurielle. C'est pas juste le fait de ne pas pouvoir, de ne plus pouvoir vivre de son art. C'est vraiment une accumulation de toute une série de contraintes. Tout à l'heure, là, ils nous ont parlé de la charge de plus en plus grande qui est liée à la professionnalisation des artistes, mais au sens où on veut qu'ils soient des artistes, mais aussi des entrepreneurs, avec des capacités de reddition de comptes, avec une ingéniosité multiple pour montrer que c'est ça, leur démarche est écologique, est socialement responsable, et ci et ça. C'est ça la subjectivité, c'est ça rentrer dans les registres de représentation. C'est clair qu'au cœur de ça, l'activité les interstices de cette activité, les différents, comment je dis, composants de leur travail invisible, en fait, c'est ça qui a de l'importance pour eux. Merci Philippe. Alors, je pense que notre temps se termine, mais je veux quand même vous présenter très, très, très rapidement. Alors, nous avons au Québec, pour les personnes qui viennent, par exemple, d'Europe, on n'a pas un système d'intermittence du spectacle ici, mais on a ce qu'on appelle une loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels et d'une pluralité d'autres disciplines qui, comme le disait Philippe, pose un statut hybride. Ce sont ni des salariés, donc la loi ne les définit pas comme des salariés, ni comme des travailleurs autonomes, mais qui leur permet de s'organiser collectivement et de négocier des conventions collectives qui sont à différents niveaux. Parfois, et moi j'ai analysé les conventions collectives dans le secteur de la danse et du théâtre, et parfois la convention collective va viser une compagnie de danse en particulier, un théâtre en particulier, ou parfois un regroupement de compagnies de danse ou encore de théâtre. Et là, ce qu'on constate, c'est que, et là, tout ça, il va falloir le confronter à des entretiens qu'on va faire avec les artistes éventuellement dans ce projet-là. Mais ce qui est excessivement intéressant, c'est qu'il y a une
coexistence des contrats d'engagement. Donc, un artiste, par exemple, interprète, qui va, dans une année, travailler chez deux producteurs, par exemple, en danse. Il va se produire chez deux diffuseurs ensuite, le Théâtre Maisonneuve, pour ne pas le nommer, ou un autre, mais aura 4 ou 5 conventions collectives à consulter et à comprendre pour voir quel régime de droit s'applique à lui ou à elle. Mais non seulement ça, chacune de ces conventions collectives-là n'ont pas le même contenu normatif. Certaines vont viser, par exemple, le salaire. Oui, toujours, en général, il va y avoir toujours quelque chose autour du salaire et des répétitions. D'autres vont aller assez loin au niveau des risques et de la prise en charge des risques. Le coût des costumes, par exemple, dans certains cas, va être pris en compte, dans d'autres non. L'autre élément qu'il faut comprendre, c'est que ces conventions collectives-là, c'est un socle, mais il peut aussi avoir des ententes individuelles. C'est une logique complètement inverse pour des travaillistes. Donc, si une entente individuelle intervient et qu'elle est plus avantageuse que la convention collective, bien, elle va s'imposer à la convention. Donc, vous pouvez vous imaginer démêler un contenu normatif différent par entente collective, des interlocuteurs qui vont changer. Évidemment, dans le cas des artistes, ce sera l'UDA, mais si on travaille, par exemple, et on a eu l'exemple tantôt d'une entreprise de danse, d'une compagnie de danse, je devrais dire, qui faisait aussi dans des lieux de diffusion de théâtre, mais là, ils deviennent à cheval entre deux régimes et à cheval entre, et là, c'est l'exemple de la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles, à cheval entre deux niveaux de protection. Parce que la loi sur les accidents du travail et des maladies professionnelles vise les travailleurs et les travailleuses. Donc, nécessairement, ces artistes de la scène sont exclus en cas d'accident du travail ou de lésions professionnelles de tout type. Mais la CNESST a fait des ententes, et ça, c'est ça qui est extrêmement compliqué à cartographier, a fait des ententes avec différentes associations, l'UDA en étant une autre. Le Conseil des arts du Québec pour les artistes circassiens, par exemple, il y a une entente particulière. Et là, selon qu'on est un artiste qui se produit via un producteur, un théâtre ou une entreprise, on sera protégé en cas d'accident du travail. Mais si on est un autoproducteur, on va être considéré pleinement comme un travailleur autonome et on n'aura aucune protection en cas d'accident du travail. Donc, les artistes de la scène sont susceptibles au cours d'une même année, selon leur régime d'engagement, varier de statut 3, 4 ou 5 fois, parfois être couverts en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle, parfois pas. Et qu'advient-il quand on est dans un moment de répétition ou de création d'un spectacle où là, la couverture, dans la vaste majorité des cas, les circassiens étant l'exemple contraire, ne sont pas protégés. Le dernier exemple qu'il faut donner, c'est l'accès au régime d'assurance-emploi. Lucie va faire une présentation là-dessus. Mais ce que la COVID-19 a permis de révéler, c'est qu'il y a des énormes déficits de protection pour ce groupe-là parce que quand la prestation canadienne d'urgence a été établie, le secteur des arts vivants s'en est prévalu massivement. Pourquoi? Parce que, évidemment, il n'accumule pas le nombre d'heures assurables nécessaires en tant que travailleur ou travailleuse définis au sens de la loi sur l'assurance-emploi pour obtenir des prestations d'assurance-emploi. Donc, c'est un laboratoire excessivement intéressant, cette étude de cas-là. C'est quelques exemples que je vous ai donné, une analyse très préliminaire de conventions collectives et de régimes de protection qui sont passés par le biais d'ententes et non de cadres réglementaires ou législatifs, ce qui rend aussi la chose très intéressante pour essayer de comprendre et connaître quel est notre niveau de protection. Mais cet exemple-là, on va essayer aussi de l'étudier avec Mircea, qui est un spécialiste de la question des travailleurs autonomes, notamment dans différents contextes, avec Lucie, qui est une experte de la protection sociale, et avec Étienne, qu'on va entendre aussi dans une perspective historique.